Bonjour à toutes et à tous, fans et profanes de Star Wars, soyez les bienvenus dans Starcast, le podcast exclusivement dédié à la célèbre saga Star Wars et qui fait sa rentrée sur CloneWeb. Je croyais que c'était un mythe. On n'ira pas jusque là, mais l'actu de Star Wars est tellement foisonnante que l'on avait besoin de revenir dessus, d'en débattre, et quand je dis on, ce n'est pas sans raison, car nous serons deux pour tenir chaque mois ce podcast. Toujours par deux, ils vont. Ni plus, ni moins. Pour chapeauter votre humble serviteur, donc, il y aura toujours le grand, le sage, le maître par excellence. Où votre cerveau laser va-t-il chercher des illusions aussi stupides? Un peu de respect s'il vous plaît pour le patron de CloneWeb. Marc, comment vas-tu ? Ça va bien ? Bonjour à tous. Ça fait quoi d'assister à ce retour de Starcast sur les ondes ? J'ai un peu l'impression d'être face à la nouvelle Kathleen Kennedy du podcast. Ah, merci. Non, c'est cool, il y avait l'actualité s'y prêtait, et c'est vrai que la formule tout seul, c'était pas très pratique à faire, parce que c'est tout seul, tu parles un peu à ton miroir. À deux, on peut se donner du répondant, et puis on se motive l'un l'autre, surtout parce que j'avais un peu perdu la motivation tout seul, quoi. Bah justement, on ne sera pas trop de deux pour couvrir l'actu du mois écoulé tout autour de l'univers Star Wars, car nous reviendrons sur les grosses actus autour de l'univers de la marque Star Wars, un court débat pour revenir sur le trailer évidemment de Solo de Ron Howard, puis nous entrerons dans notre zone spoiler, la spoiler zone, pour parler d'une drôle d'idée découverte dans un des derniers épisodes de Star Wars Rebels, mais on ne vous en dira pas plus qu'au moment venu. J'ai un mauvais pressentiment. Mais non, ça va bien se passer. La grosse info qui nous concerne, c'est le triple projet d'extension de Disneyland Paris. C'est le patron de Disney, Bob Iger, qui l'a annoncé fin février avec un plan de 2 milliards d'euros visant à étendre le parc actuel avec 3 nouvelles zones. Bon, il y a une zone Reine des Neiges, une zone Marvel où je n'irai pas. Peut-être toi si ça se trouve, mais moi je me sens plus attiré pour une nouvelle zone Star Wars. Voilà. Puisque c'est un peu le sujet du podcast. Ouais, Bob Iger était à Paris fin février. Il a rencontré Emmanuel Macron d'ailleurs. Il est allé à l'Élysée. Tu m'étonnes, le patron. Président Emmanuel Macron. Le patron de Disney, quand il débarque en France et qu'il annonce un plan de 2 milliards d'investissements à partir de 2021, il est reçu forcément en grande pompe, quoi. C'est clair. 3 zones, comme tu l'as dit, avec un lac artificiel pour la Reine des Neiges. Donc il y aura quand même un gros boulot pour mettre ça en place. Et apparemment, ils visent le lac comme étant la connexion entre les univers. Donc. Et Marvel aussi, qui a l'air d'être plutôt, d'après les visuels qu'on a vu passer, ça a l'air d'être des choses très en intérieur, donc des attractions fermées, alors que Star Wars, c'est vraiment un land. Avec une envie de créer une espèce de village qui... on sait que déjà il y a eu un nouveau Star Tour qui a été refait, en tout cas pour celui de Paris. Il y a la saison de la Force, donc un événement chaque année qui remet en avant l'univers Star Wars. Mais est-ce que ça va ressembler à ce qui s'appelle maintenant le Star Wars Galaxy's Edge, donc la limite de l'univers, de la galaxie, qu'on retrouve à Disney World en Floride, où justement là c'est vraiment un univers entier, un parc entier où il y a 2 attractions exclusives Star Wars. D'après alors c'est très... Pour le moment, on n'a pas d'infos là-dessus. La seule chose qu'on a, c'est un visuel global du nouveau parc où on voit un tout petit coin et effectivement, ils ont l'air de rechercher à reproduire le land façon Disney World et celui qui est en train d'être construit en Californie et en Floride. Est-ce qu'il y aura un hôtel qui sera thématisé Star Wars comme c'est le cas aux États-Unis ou en train d'être le cas ? On n'a pas d'infos. On ne sait pas non plus ce qu'ils vont prendre Star Tour et Space Mountain qui est devenu Hyperspace Mountain, qui a été rethématisé. Est-ce qu'ils vont déplacer les attractions ? Est-ce qu'ils vont les laisser là-bas ? Ce serait un peu bizarre d'avoir du Star Wars dans un parc et dans l'autre en même temps. Après, moi, la seule chose que j'ai vue, c'est que les visuels qu'on a vus passer du land américain sont chouettes. De belles idées. Moi, ça m'a fait penser à une espèce de village à mi-chemin entre, je sais pas, Moses Lee et Naboo. Il y a 2 attractions. C'était annoncé pour le parc en Floride, ça avait été annoncé été 2015 et ça devrait ouvrir peut-être l'an prochain. Ouais, c'est en travaux actuellement. La construction est en cours. Donc nous, c'est annoncé pour 2021 au niveau des financements, donc on a encore le temps de voir venir. Ouais. Déjà, c'est hyper bien pour que le parc évolue. Vu qu'ils ont l'air de mettre ça dans le studio et de chercher une connexion avec Marvel et d'autres univers, ça va peut-être être différent des États-Unis et du coup attirer des visiteurs de l'étranger qui feront les deux, qui iront aussi bien en Floride qu'ici parce qu'ils auront une proposition différente. Puis moi, je suis toujours d'accord pour me balader dans des décors Star Wars. Ça.
Alors sinon, Marc, pour la deuxième actu, tu voulais revenir sur la partie merchandising de Star Wars, donc qui fait tourner la machine à crédit avec des jouets annoncés à la Toy Fair. Ouais, la Toy Fair de New York s'est tenue il y a quelques semaines. Il y a eu des annonces en matière de jouets. Alors évidemment, il y a eu tout un tas d'annonces autour de Solo, puisque c'est l'actualité et que donc en mai, le marché va être inondé de figurines Solo. J'ai retenu côté Lego, toujours parce que moi j'aime ça. Très peu d'annonces, ils ont vraiment assuré un service minimum, mais il y aura la hutte de Yoda dans l'Empire contre-attaque, dans les marais de Dagobah, qui a été reproduite et qui a l'air d'être assez cool. Et les collectionneurs l'achèteront parce qu'il y a une version de R2D2 qui est peinte différemment et toujours pareil. Chaque fois qu'il y a une nouvelle figurine, il y a un collectionneur qui se jette dessus. Et là, c'est R2D2 couvert de boue. Il y a la fameuse série des Black Series, justement, qui est l'espèce de version haut de gamme des figurines Star Wars, dont on avait parlé dans un podcast Happy Hour il n'y a pas longtemps, où la grosse sortie, ce sera Kylo Ren, qui est vendu avec un élément de décor pour reproduire la scène où il arrête le tir de blaster au début du réveil de la Force. Sur Jakku, dans le petit village. Donc il y a un petit bout de rocher, il y a une petite explosion en plastique et un bout de blaster qui tient sur un socle et on peut reproduire la scène et la figurine est articulée. Une figurine de l'amiral Holdo et Leia version Hot. Et tout un tas de figurines Solo, mais version Hot, version HOTH. Oui, on est dans l'univers de Star Wars. Je suis pas en train de fantasmer des trucs. Heureusement. Non, Hot, la tenue blanche avec la doudoune. Je voulais être sûr. On est d'accord. Et la grosse annonce, en fait, surtout en matière de jouets et de produits dérivés, c'est Hasbro qui a annoncé la mise en route d'un projet autour de la barge de Jabba à l'échelle des figurines actuelles. Wow. Donc c'est une énorme barge qui va faire 1,25 m de long, 35 cm de large et peser quasiment 6 kg. Mais on peut l'acheter ? Alors, ils ont lancé, via ce truc-là, un système de crowdfunding qui s'appelle HasLab. Le principe, c'est tu payes maintenant. S'ils ont assez de commandes, ils la produisent et tu l'as quand elle est produite. Mais c'est $500, hein, donc c'est pas non plus... on mettra les liens pour... on mettra des liens et des visuels. C'est un gros truc avec vraiment des voiles en papier, des voiles en tissu, 3 niveaux, la tourelle laser au-dessus qui est reproduite. Plein de détails. Ils ont pensé à ajouter des cachots. Il y a une cuisine puisqu'on les voit bouffer, donc tout a été pensé. C'est vraiment un gros truc. Ils cherchent 5000 précommandes pour produire le truc. Alors qu'on enregistre ce podcast, on en était à peu près à la moitié. Il y a eu 2315 précommandes de faites et il reste 30 jours. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est un petit peu court parce que je pense que les collectionneurs hardcore se sont jetés dessus et que donc maintenant, les 2500 suivants, c'est des gens peut-être un peu moins intéressés, un peu plus hésitants. Moi, je ne suis pas complètement convaincu qu'ils parviennent aux 5000, mais c'est quand même une sacrée somme et un truc énorme, quoi. Il faut la place pour le stocker. Donc, on vous tiendra au courant dans le prochain numéro. Alors, évidemment, pour la troisième actu, la machine à film continue de tourner. Donc, pendant que J.J. Abrams a annoncé au Late Show de Stephen Colbert qu'il avait un script, en effet, pour l'épisode 9 et qu'il comptait débuter le tournage fin juillet 2018, on apprend par Deadline que Simon Kinberg serait dans les starting blocks pour un Star Wars, ou en tout cas un spin-off Star Wars pour écrire. Alors, qui est Simon Kinberg déjà dans l'univers Star Wars et cinématographique? Dans l'univers Star Wars, c'est un des collaborateurs principaux de la série Star Wars Rebels, co-scénariste sur pas mal d'épisodes, qui supervise un petit peu tout ça. Je crois qu'il est producteur aussi. Producteur également. Il est producteur aussi de la série et il est bien connu pour avoir écrit des choses inégales, on va dire, puisqu'on lui doit les derniers X-Men. On lui doit aussi le très mauvais X-Men 3 de Brett Ratner. En scénario, voilà. En scénario, il a écrit Les 4 Fantastiques de Josh Trank et il réalise X-Men Dark Phoenix qui sort dans le courant de l'année. Il faut dire aussi que c'est un ami de Kathleen Kennedy, c'est un ami personnel. Ça, tout le monde ne le sait pas forcément. Et que le film sur lequel il se concentrerait, ça va être un spin-off. Celui sur Boba Fett. Voilà, c'est celui sur Boba Fett. C'était limite le premier spin-off qui devait être fait, réalisé par Josh Trank et que apparemment Simon Kinberg avait fait évincer auprès de Kathleen Kennedy suite aux errements du tournage des 4 Fantastiques. Pour l'instant, c'est un petit peu point d'interrogation puisque Simon Kinberg, on ne sait pas trop, en attendant qu'il termine la post-production de X-Men Dark Phoenix, ce qu'il va faire ensuite. Mais comme Star Wars Rebels arrive à sa fin, il va sans doute être libéré de ces tâches-là et avoir un peu de temps libre. Je trouve ça un peu étrange, cette annonce qui surgit un peu de nulle part, qui rejoint un peu le projet aussi. C'est pas tellement une annonce, c'est un truc, voilà, c'est un entendu que sous-entendu dérivé dans un article. Ça rejoint un peu le projet Obi-Wan aussi, qui a toujours pas été confirmé. Ça, on vous épargnera
confirmera justement la rumeur comme quoi George Lucas reviendrait tourner, en tout cas réaliser le spin-off Obi-Wan Kenobi, donc qui se prépare. Donc c'est Stephen Daldry donc qui est à l'écriture et normalement à la réalisation, et Ewan McGregor qui est juste chaud patate pour reprendre le rôle, quoi. Pour être précis, je pense que Lucas a été vu en Irlande du Nord et du coup les gens ont fantasmé sur le fait que les deux projets étaient liés et que s'il allait en Irlande du Nord c'était pour faire du repérage. Mais je pense que Lucas, il est vraiment à loin de tout ça et il a un œil peut-être consultant de loin, mais de là à aller valider des lieux de tournage avec le réalisateur d'un spin-off, ça m'étonnerait beaucoup. À mon avis, il est surtout allé passer des vacances en Irlande du Nord. Surtout qu'il était allé faire un tour sur le plateau de Solo pour voir son pote Ron Howard, donc spin-off donc, sur lequel nous revenons tout de suite avec nos impressions sur les premières images. So you want to make a difference? Yeah. Trust me, you're gonna love it. Nous avions vu un pré-trailer de 1 minute à peu près pendant les publicités du dernier Super Bowl, puis le gros trailer le lendemain. C'était Phil Lord et Chris Miller qui devaient le réaliser. Finalement, c'est Ron Howard. Solo, A Star Wars Story. Qu'est-ce qu'on en attend, Marc, au vu des premières images? Parce que moi, je dirai mon mot juste après. J'avais été un peu convaincu par le pré-trailer. La bande-annonce, un peu moins. C'est marrant, moi j'ai un peu l'effet inverse. Quand j'ai vu ce premier teaser qui a été diffusé pendant le Super Bowl, là j'étais un peu... Parce que c'est très en mode van. C'est le dialogue qu'on entend, c'est un échange entre Han Solo et un membre de l'Empire, il veut s'engager. Et il y a une espèce d'humour là-dedans qui m'a un peu semblé bizarre. Et quand j'ai découvert, je fais, mais c'est censé être drôle et moi ça me fait pas rire. Et ça tombe un peu comme un cheveu sous la soupe et c'est bizarre. Après, c'était vraiment... pour monter aussi en épingle, utiliser le dialogue de la scène et présenter en dernier plan la tête de Alden Ehrenreich. Je le lis parce que sinon j'y arrive pas. Moi, le deuxième trailer, j'ai trouvé ça plus intéressant parce que la photo de Bradford Young fait que c'est plutôt joli. Il y a plus d'images déjà aussi. Il y a plus d'images, c'est plus dans l'action. Ces trailers, comme Lucasfilm a l'habitude de les monter, donc ça raconte pas non plus grand-chose sur l'histoire. Il y a beaucoup de précautions qui sont prises autour du montage, donc maintenant on commence à être un peu méfiant autour de ça. Moi, je suis curieux. J'en avais au départ rien à foutre, pour dire les choses clairement. C'est clair. Maintenant, je trouve que ça commence à m'intéresser un peu plus. Les images m'ont semblé un peu convaincantes. Il y a un aspect film de casse qui a l'air de se mettre en place autour du truc. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, je suis plutôt enthousiaste. Contrairement à beaucoup de gens, moi, Alden Ehrenreich, j'ai pas d'avis sur ce garçon parce que je peux pas juger une personne sur une bande-annonce. Physiquement, c'est pas forcément Harrison Ford, mais ils ont pas non plus cherché à le grimer comme ça. Donc, pourquoi pas, quoi. Mais c'est le premier Star Wars de la nouvelle génération où j'y vais sans vraiment d'attente particulière. Comme c'est un spin-off, ça a beau être sur Solo, ça m'intéresse pas trop, enfin moi. Surtout c'est comme tu disais, le premier Star Wars de la nouvelle génération, mais réalisé par l'ancienne génération, puisque Ron Howard est un proche de Lucas, qu'il lui avait d'ailleurs proposé à l'époque de La Menace Fantôme de réaliser le film. Puis Willow aussi. Voilà. Quand j'ai vu le projet, donc je savais aussi que il y avait Laurence Kasdan et son fils Jake qui étaient au scénario. Laurence Kasdan qui a chapeauté l'écriture et qui est scénariste également de l'épisode 7 et de celui-là qu'il voulait absolument faire. Ce spin-off sur Solo, c'était vraiment son bébé. Et justement, c'est ce qui a poussé au départ de Phil Lord et Chris Miller qui, eux, étaient partis dans une version complètement différente et qui rentraient complètement en conflit avec la production. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir leur film. Apparemment, il a été quasiment retourné Quasiment entièrement, ouais. Voilà, donc des images que j'ai vues, je suis pas super convaincu. Il faudra déjà une bien meilleure bande-annonce, je pense. J'aimais bien le côté un petit peu compilé, très rapide du premier trailer. Justement, cette séquence où on voit émerger un Star Destroyer au milieu d'une nébuleuse, tout ça, j'ai trouvé l'image assez formidable qu'on avait encore jamais vu avant dans Star Wars. Donc souvent l'espace c'est un endroit qui est très très vide d'habitude dans cet univers. Donc c'est Solo, Star Wars Story de Ron Howard, sortira donc chez nous le 23 mai 2018. J'entends l'alarme de notre spoiler zone qui se met en marche. Donc si vous ne voulez pas subir quelques révélations cruciales, nous vous aurons prévenu. Vous êtes maintenant dans la spoiler zone et nous allons traiter de l'épisode numéro 13 de la saison 4 intitulé A World Between Worlds, un monde entre les mondes, réalisé par Dave Filoni et Stewart Lee pour la série Star Wars Rebels. Comme nous sommes dans la spoiler zone, on va vous épargner de rappeler en détail toute l'histoire de la série qui touche à sa fin ces jours-ci. Mais Marc, un résumé quand même en quelques mots de la série. Qu'est-ce que ça raconte rapidement? Très rapidement, Rebels, pour faire simple, c'est la mise en place de la rébellion à travers un petit groupe qui... donc un jeune garçon qui a perdu ses parents, Ezra, qui rejoint un petit groupe à mi-chemin entre des rebelles et des contrebandiers au début de la série, qui eux-mêmes répondent à un appel et puis petit à petit rentrent en contact avec d'autres factions et ça
forme le début de la rébellion. C'est une série hyper intéressante. On arrive à la fin de la série qui devrait se connecter le plus possible à Rogue One. Et effectivement, dans l'épisode 13, il y a quelque chose de très particulier. On voit Ezra, qui est donc un jeune Jedi, qui rentre dans un temple et qui se retrouve dans une espèce de zone fantôme où il a accès à l'espace et au temps. Et du coup, il voit des scènes du passé et il entend le futur. Alors l'épisode n'a pas encore été diffusé d'ailleurs en France, c'est uniquement pour l'instant aux États-Unis. Et oui, c'est une zone, on est au milieu de l'espace déjà, tout est noir, il y a des, il y a des portes, des ponts qui vont en haut, en bas, à gauche, à droite, qui sont tordus. Et oui, c'est une zone complètement abstraite visuellement et qui voudrait que l'on puisse passer à travers le temps puisqu'il sauve, attention, méga spoiler, il sauve Ahsoka Tano. Ahsoka Tano qui était revenu de la série Star Wars Clone Wars dans Rebels dans la saison, à la fin de la saison 1. Et puis dans la saison 2, on l'avait quitté avec un petit peu un point d'interrogation, même si c'était un peu un destin fataliste face à... on pensait qu'elle était morte face à Darth Vader, on pensait qu'elle était morte. Et là, il la sauve en créant... l'extirpant à travers une porte. Ouais, voilà, en créant un paradoxe spatio-temporel, puisqu'il apparaît, en fait, il la récupère et il l'amène dans cette espèce de zone fantôme. Je trouve ça très bizarre en termes de Star Wars d'avoir matérialisé un truc comme ça. Que le pouvoir le permette, ça me pose aucun problème. Parce que finalement, Yoda l'a dit, on peut voir le passé, le futur. Luke, sur Dagobah, il voit le futur et ses potes. On sait aussi que avec les derniers Jedi, qu'on peut se matérialiser ailleurs dans l'espace, puisque Luke ne bouge pas de son île, mais va quand même affronter Kylo Ren version hologramme. C'était transportant, voilà. Donc du coup, il y a quelque chose qui tourne autour de ça, qui, moi, je trouve ça plutôt cool. Après, c'est très bizarre de l'avoir vraiment matérialisé comme ça. Alors, je comprends aussi la logique du truc, puis le format, tu vois, c'est des petits épisodes de 20-25 minutes. Donc... Après, le truc est fermé, puisque apparemment il en ressort et on a l'impression qu'il ne pourra plus jamais y retourner. Mais est-ce que ça va avoir un impact sur aussi bien l'utilisation de la force par la suite que est-ce qu'on va avoir, je sais pas, un épisode 9 avec des gens qui voyagent dans le temps? J'en doute quand même, aussi, Marty, mais mon cher petit Marty McFly. Non, je pense que cet effet-là a surtout servi pour la morale de l'histoire, puisque c'est suite au décès de son mentor qu'il essaye, à travers ce nouveau système, d'aller le sauver. Voilà. Il essaie donc de sauver Kanan, mais il comprend qu'il ne pourra pas le sauver, puisque sinon c'est un peu ne pas comprendre le sacrifice de son maître. Donc je pense que c'est juste pour la morale interne de l'épisode, juste pour les enfants, pour dire ok, le deuil c'est dur, mais il faut en apprendre quelque chose. Ça n'aura pas de conséquences directes. Après, moi j'aime bien l'idée que ça aille dans le sens de ce que la force est en train de devenir, l'évolution des pouvoirs dans les films actuels et la vision qu'ils ont l'air de vouloir faire. Un tout petit peu autre chose que ce que Lucas avait envisagé à base de soulever des cailloux et influencer des esprits. Moi, je trouve que ça va un peu dans la même logique que ce qui a été mis en place récemment, donc je trouve pas ça complètement stupide, c'est juste très bizarre. En tout cas, c'est accepté par le fameux Lucasfilm Story Group qui chapeaute tout, que ce soit en livre, film et série télé. Donc en tout cas, on reviendra sur la série et son final dans le prochain Starcast. On peut dire aux gens que la diffusion française, l'épisode 10 et l'épisode 11 viennent de passer, c'était le 4 mars sur Disney XD. Exactement. Que le 12 et le 13, c'est samedi prochain quand on enregistre, donc le 11 mars à 18h55. Et ils termineront le 18 mars avec les 3 épisodes finaux qui sont diffusés à l'heure où on enregistre toujours ce soir aux États-Unis. Donc l'épisode 1 de Starcast touche à sa fin. C'était un plaisir de converser avec toi, Marc, sur l'un de nos sujets préférés. On refait ça le mois prochain. Donc j'espère que cela vous a plu également à vous, nos auditeurs. Le podcast Starcast, c'est à retrouver sur CloneWeb, mais aussi SoundCloud, Mixcloud, iTunes, tous les autres agrégateurs. YouTube, on mettra des liens partout, Pocket Cast, tout ça. C'est formidable. N'hésitez pas. Vous pouvez nous écouter partout. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des conseils, des envies, des questions, des pouces bleus, tout ça. On se fera une joie de vous y répondre. Rendez-vous le mois prochain sur CloneWeb pour un nouvel épisode de Starcast.